Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Commémorer pour ne pas oublier les activités de commémoration du génocide des Tutsis en 1994 ont débuté ce 7 avril au Rwanda. Comme chaque année, le pays des 1000 collines observe un deuil national de 100 jours. Fusion des deux plus grandes organisations patronales du Cameroun, le JCAM et l'ECAM, s'accordent pour créer une nouvelle entité. Le but, assurer l'unité du patronat en vue d'améliorer le climat des affaires et garantir de meilleurs partenariats publics-privés. Et le Bénin mise sur la culture avec la conservation et la promotion du patrimoine historique des palais royaux d'Abomey. 30 milliards de francs CFA vont être investis dans la construction du musée des rois et Amazones du Danzomé. Et tout d'abord, en Éthiopie, le gouvernement a annoncé avoir commencé le démantèlement des forces armées régionales, notamment en région Amhara. Un projet diversement apprécié si les autorités éthiopiennes entreprennent de mettre fin aux forces régionales au profit d'une armée fédérale unifiée. D'autres voient dans cette entreprise une atteinte à l'autonomie des régions et regardent d'un œil méfiant l'accord de paix signé à Pretoria en novembre 2022, qui a mis fin à 2 ans de guerre civile entre l'armée fédérale et le Front de libération du peuple du Tigré au nord du pays. Pour tenter de convaincre les derniers réfractaires, les autorités éthiopiennes assurent que toutes les régions sont concernées par ce démantèlement et que les anciens membres de ces forces spéciales auront le choix entre être réaffectés au sein de l'armée fédérale, de la police régionale ou de retourner à la vie civile. Également dans l'actualité, au Nigeria, une nouvelle vague de déplacements a eu lieu dans le centre du pays. Des milliers d'habitants ont été contraints de partir de l'état de Benue le 5 avril après la mort de 47 personnes lors d'une attaque armée. Selon un responsable local, des hommes auraient ouvert le feu sur des villageois venus assister à l'enterrement de victimes d'une précédente attaque. Aucun groupe n'a revendiqué cette offensive. Il convient de rappeler que les États du nord du Nigeria sont régulièrement le théâtre d'attaques en raison de conflits armés entre éleveurs et agriculteurs. Pardonner sans oublier, c'est le message du président rwandais Paul Kagame à l'occasion de la 29e commémoration dédiée à la mémoire des victimes du génocide des Tutsis en 1994. Un drame qui a fait au moins 800 000 morts selon les chiffres de l'ONU. Comme chaque année, le pays des 1000 collines observe depuis le 7 avril un deuil national de 100 jours. La commémoration de 2023 est placée sous le thème de mémoire, unité et renouveau. Reportage de notre correspondant Fratin Dakaisenga. Un bouquet de fleurs pour rendre hommage aux victimes. Une lumière de la mémoire, signe de l'espoir renouvelé. Le Rwanda débute une semaine des activités de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. It's very clear that the wounds are still deep. Il est très clair que les blessures sont encore très vives. Mais je remercie tous les Rwandais d'avoir refusé d'être définis par cette histoire tragique. Et les gens ont réussi à tourner la page et à aller de l'avant. Les gens ont décidé de continuer à vivre et ont même été prêts et disposés à faire la chose la plus difficile en décidant de pardonner. Mais nous ne pouvons pas oublier. Well, but we can't forget. La flamme de l'espoir va brûler au mémorial du génocide de Kigali pendant 100 jours, le temps qu'a duré le génocide qui a emporté plus d'1 million de personnes. Pendant cette période, des activités seront organisées pour non seulement rendre hommage aux victimes, mais aussi pour éduquer les jeunes sur l'histoire du Rwanda, notamment dans cette période sombre, afin de préserver la mémoire. Ndashimira leta y'u Rwanda mwaradufashije turiga Je veux remercier mon pays et tous ceux qui nous ont aidés à reprendre l'éducation
pour avoir donné de l'abri à ceux qui n'en avaient plus et pour avoir fait en sorte qu'on puisse s'épanouir et réaliser de beaux rêves après avoir tout perdu. À tous les jeunes, je veux vous dire que la paix qui règne dans ce pays n'est pas un cadeau tombé du ciel ou que les pays puissants nous ont remis. Il y a ceux qui se sont sacrifiés pour ça et je vous exhorte d'en prendre grand soin. Neuvième commémoration est placée sous le thème Mémoire, Unité et Renouveau. Au cours de la semaine de commémoration, plusieurs messages d'hommage devraient être envoyés du monde entier au Rwanda. Des activités sont aussi organisées dans différents pays pour dire plus jamais de génocide. Le secteur agricole est l'un des piliers de l'économie ivoirienne. Pour poursuivre son développement, le gouvernement et ses partenaires ont lancé le 5 avril un programme de facilité d'appui aux entreprises pour des chaînes de valeur agricole résilientes. Un projet financé à hauteur de 56 millions d'euros pour professionnaliser les petits entrepreneurs. Les explications de Esther Conan. En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Agriculture a procédé le 5 avril 2023 à Abidjan au lancement du projet intitulé « Facilité d'appui aux entreprises pour des chaînes de valeur agricoles résilientes ». Conjointement financé par l'État ivoirien, l'Union européenne, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et le gouvernement allemand, le projet devrait permettre d'améliorer la productivité du secteur privé, les recettes fiscales de l'État ivoirien, ainsi que les conditions de vie des petits producteurs, ceci tout en tenant compte des questions environnementales. Je ne peux que me réjouir de la mise en route du projet qui nous réunit ce jour, projet dénommé « Facilité d'appui aux entreprises pour les chaînes de valeurs agricoles résilientes ». Il a pour but, en effet, de développer et d'améliorer les capacités opérationnelles des acteurs tout au long des chaînes de valeur agricoles dans les pays ACP afin de renforcer leur agilité et leur adaptation face à ces fléaux. Financé à hauteur de 56 millions d'euros, dont 43,3 millions d'euros de l'Union européenne et de 12,2 millions de l'Allemagne, ce projet a débuté en mars 2023 et s'étend sur une durée de 4 ans. Selon les autorités ivoiriennes, le projet cible principalement les chaînes de valeur des filières maïs, bétail, cacao et anacarde. Avec une production de 1 million de tonnes de noix de cajou en 2022, la filière anacarde, dont la Côte d'Ivoire est le 3e producteur mondial, va bénéficier d'un appui de 24,2 millions d'euros pour la modernisation des unités de production. Le projet justement va s'attaquer à professionnaliser les petits entrepreneurs pour qu'ils organisent mieux leur filière, pour qu'il y ait de la formation aussi dans des techniques agricoles intéressantes qui sont, disons, meilleures aussi pour le climat, moins d'utilisation de pesticides. Et donc pour faire avancer la productivité et augmenter les revenus des petits producteurs. Championne du cacao, de l'anacarde, de l'EVA et du coton, la Côte d'Ivoire exporte encore la majorité de ses productions agricoles à l'état brut. Pour échapper au diktat des cours des matières premières, le gouvernement ivoirien multiplie les investissements afin de transformer localement au moins 50% l'ensemble de sa production agricole d'ici 2030. Le secteur agricole ivoirien représente environ 1/5 du PIB et emploie les 2/3 de la population. Ériger un patronat plus puissant au Cameroun, c'est l'ambition du JICAM, groupement interpatronal du Cameroun, et de l'ECAM, entreprise du Cameroun. Ces deux organismes ont décidé le 5 avril de fusionner en une seule entité. Le nom de cette nouvelle dynamique n'a pas encore été donné, mais ses objectifs sont clairs, s'imposer comme interlocuteur incontournable dans le dialogue avec l'État. La plateforme devrait être opérationnelle dès janvier 2024. Plus de détails avec Nathalie Mo. Elle paraissait inconciliable
Pourtant, le 5 avril 2023, les deux principales organisations patronales du Cameroun ont signé un accord inédit instituant leur fusion. 15 ans après la scission du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, qui a conduit à la création d'entreprises du Cameroun, ECAM, les deux organismes ont décidé de se réunir pour fédérer les énergies du secteur privé camerounais. On sait que malheureusement le fait d'avoir une pluralité d'acteurs ne bénéficie pas au dialogue et ne permet pas une efficacité du secteur privé dans son ensemble, avec pas mal d'entités et des opinions divergentes. Et le fait justement d'avoir une entité juridique distincte avec une personnalité juridique propre pour les deux entités représentantes, cela va permettre justement d'avoir un seul interlocuteur et cela va fluidifier le dialogue et va permettre justement d'avoir un secteur privé qui parle en un seul nom et qui va permettre d'être plus efficace et de pouvoir négocier avec les entrepreneurs et d'autres acteurs et entités qui veulent négocier avec le secteur privé. Au Cameroun, les deux principales organisations du patronat rassemblent 1400 adhérents, soit 1000 pour le JICAM et 400 pour ECAM. Alors que la première regroupe les plus gros chiffres d'affaires du pays, la seconde est spécialisée dans les petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, très petites entreprises et les start-up. Une variété d'écosystèmes pour lesquels la fusion ainsi actée a pour principale visée l'assainissement du climat des affaires au Cameroun, promouvoir l'entrepreneuriat et institutionnaliser le dialogue avec le secteur public. Bien évidemment, le fait aussi d'avoir un seul acteur va permettre d'alléger les procédures, notamment d'obtention de permis de manière plus rapide. Donc bien évidemment, sur un des indices du climat des affaires, notamment l'obtention de permis, cela va générer plus d'entreprises et cela va aussi occasionner non seulement une meilleure compétitivité en termes d'entreprises qui viennent, mais aussi une meilleure compétitivité qualité. La nouvelle plateforme du patronat camerounais devient opérationnelle dès le 1er janvier 2024, selon le traité de fusion paraphé par Célestin Tawamba et Protais Ayama, respectivement à la tête du JICAM et d'ECAM. L'acte consensuel prévoit également une phase transitoire de 6 mois renouvelable une fois, au cours de laquelle 2 assemblées générales constitutives et électives doivent se tenir. À la page sport au Cameroun, les matchs du championnat d'élite senior comptant pour la 7e et dernière journée, dames et messieurs, se sont joués début avril à Douala et à Yaoundé. Au terme de ces rencontres, l'identité des derniers qualifiés pour les Final Four ont été dévoilées. Les clubs BEAC Basketball pour les hommes et FAP pour les dames prennent le lead. Le point avec Christian Dimadeu et Nathalie Mo. Le club de basketball de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC a terminé leader de la phase régulière du championnat camerounais avec 6 victoires et 1 défaite. BEAC Basketball est en tête du quatuor qualifié pour le Final Four avec précisément Forces armées et police de Yaoundé FAP, Douala Fires Birds et École Basketball de Douala. Le trophée de champion de la saison 2023 est mis en jeu, la succession de FAP, vainqueur des 2 dernières éditions. En ce qui concerne le Final Four des messieurs, j'annonce un Final Four très électrique parce que les équipes se sont bien nivellées au cours de la saison. BEAC, je crois, a eu ses défaites comme FAP, mais seulement sur le match qui les a opposés, le BEAC a gagné FAP, ce qui fait que BEAC est en tête de cette première phase. Derrière, on a le gros outsider, École de basket, qui est une équipe rajeunie. École de basket s'est qualifiée, pourtant elle avait très mal commencé la saison. Nous avons le jeune poussin qui n'est pas négligé, Firebird, qui a fait une bonne première partie de saison. Dans le championnat d'élite dames de basketball du Cameroun, Forces armées et police de Yaoundé, version féminine, est en tête des qualifiés pour le Final Four grâce à 6 victoires et 1 défaite. Son plus gros rival Overdose Upstation, vainqueur des 4 dernières éditions du championnat, est 2e, suivi de l'université de Douala et du jeune club Battiston Foundation. De leurs divers affrontements directs sortira le vainqueur du championnat. À mon avis, ce sont les 4 meilleures équipes à la fin de l'année qui se sont qualifiées. Lorsqu'on voit Overdose, FAP, Université et Battiston se sont qualifiés, ce sont vraiment les 4 meilleurs à l'heure actuelle dans notre championnat dames. Donc, ça s'annonce très chaud pour le Final Four. Les matchs du Final Four vont se disputer du 14 au 16 avril 2023. En plus de conquérir le trophée de la saison, le deuxième enjeu pour les 2 meilleures équipes féminines est la qualification pour la Coupe d'Afrique des clubs. Chez les hommes,
Le champion du Cameroun se qualifiera pour les éliminatoires de l'édition 2024 de la Basketball Africa League. Le Bénin dispose d'un important patrimoine culturel avec l'art contemporain, les trésors restitués ou encore les chantiers de musées. Le gouvernement a ainsi entrepris la construction du MURAD, le musée des rois et amazones du Danzomé à Abomey, un projet estimé à 30 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Un chantier école de formation des ouvriers artisans du bâti est opérationnel à Abomey, ville historique située à environ 137 km de Cotonou. Il est mis en œuvre dans le cadre de la valorisation du site palatial d'Abomey à travers la construction du musée des rois et amazones du Danjomé. Né d'un partenariat entre le Centre de formation professionnelle et d'apprentissage d'Abomey et les Compagnons du devoir français, cet établissement permet à une centaine d'apprenants des métiers artisanaux de renforcer leurs capacités techniques sur le site de l'Institut français d'Afrique noire IFAN. L'objectif visé est de contribuer à préserver les savoirs en matière de construction et de restauration du bâti afin de redynamiser les savoir-faire artisanaux traditionnels. Il y a des métiers, la chaume par exemple, ça n'existe pas. En formation, au CPA, bas-relief, ça n'existe pas. Donc c'est une chance pour le CPA. Et quand un centre de formation arrive à avoir cette compétence, c'est pour tout le Bénin. On leur a appris à construire une charpente qui va durer 50 ans, 60 ans, 100 ans, voire plus. Un petit peu comme on peut le voir sur, en parallèle, je dirais Notre-Dame de Paris, par exemple. L'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme a engagé une fouille archéologique sur l'espace devant abriter les travaux de construction du MURAD. Les palais des derniers rois d'Abomey, Guézo, Glélé, Béanzin et Agboli-Agbo seront restaurés grâce au projet. Le gouvernement a inclus le palais Akaba et celui de la reine Tassirangbe dans ce dispositif. Outre les palais royaux, un musée aux standards internationaux pour accueillir les collections représentatives de l'histoire du royaume du Danjomé sera construit. Une promenade patrimoniale sur l'intégralité du site palatial d'une superficie de 47 hectares. L'ensemble du projet est estimé à près de 30 milliards de francs CFA, dont 23 milliards de francs CFA d'apport de l'AFD sous forme de prêts et dons et 7 milliards de francs CFA du budget national. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.